Il y en a plein qui m'ont fait un visage plein de compassion et dans les yeux desquels je pouvais lire qu'ils n'étaient pas convaincus, du tout. Y compris des gens proches, des amis qui peuvent vous regarder comme ça en disant Vous êtes tout seul, il n'y a quasiment personne sur votre site, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, les peu de personnes qui se présentent sur votre site ne payent pas. Vous comptez tenir combien de temps ? Comment c'était le tout début de Blablacar? J'ai appelé mon meilleur copain Damien pour qu'on commence à coder ensemble. On a commencé à coder tous les deux, ça a duré une petite période qui a duré 2-3 ans. Petit à petit, j'ai rencontré Francis, cofondateur plus technique justement, lui qui est venu prendre la relève sur tout ce qui était développement, parce que moi je savais développer, mais enfin j'étais pas du niveau du tout de Francis. Déjà, il faut faire un produit qui trouve son public entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui l'utilisent trouvent que ça marche. Et ça prend plusieurs années. Ouais. C'est une sorte de période d'incubation, de convergence du produit avec sa finalité et le fait qu'il est facilement utilisable. Et c'est super intéressant parce que on est dans un monde où les choses vont de plus en plus vite et je vois de plus en plus de jeunes qui veulent démarrer l'entrepreneuriat en pensant qu'ils vont être en 1 an, en 2 ans le prochain Facebook. Pendant ces 4 ans-là, ça te paraît long? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Moi, je me suis pas posé la question de la longueur parce que de toute manière, je savais qu'au bout, ça devait marcher. Okay. Ça prendrait un certain temps. C'est vrai que parfois, on me dit « Ah, Blablacar, an overnight success ». Je dis « Ouais, it was a long night ». Enfin, ça prend du temps. Quand on a la mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu. Hein. C'est-à-dire que... Alors, une autre manière de le voir, c'est qu'en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage... Elle n'est pas arrivée comme ça. Non, elle n'a pas trouvé un ascenseur. Elle a monté tous les escaliers, un par un. Puis parfois, c'est 2 marches en avant, 3 marches en arrière, et puis on recommence. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, que l'entrepreneuriat, c'est un très long escalier, on est beaucoup plus patient. On se dit, bon, bah, chaque jour, je fais une petite marche, ça va dans le bon sens, c'est bon, je monte. Et toi, qu'est-ce qui te motive dans ce projet à la base? C'est créer une entreprise qui cartonne, c'est générer de l'argent. J'ai vu que tu as fait un TED sur la confiance. Est-ce que c'est un mélange de plein de choses? Pourquoi tu fais ça en fait? Parce que tu disais que tu étais salarié avant, chercheur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu te dis je vais entreprendre et peu importe le temps que ça prend, ça marchera? En fait, dans tout mon parcours, il y a quand même une constante qui est créativité et recherche. Hein. Ça revient quand même souvent. Et donc, apprendre. Ce qui m'anime énormément, c'est d'apprendre chaque jour. Je ne vais pas aller chercher à reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Je vais chercher à aller faire quelque chose qui n'a pas été fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus marrant. Et intellectuellement, ça va beaucoup plus me satisfaire. Et je vais surtout chercher à apprendre chaque jour. Je sais que quand on crée, on apprend énormément. Donc, mon vrai moteur, c'est d'apprendre, de même pas avoir l'impression de travailler tellement... je me fais plaisir tous les jours. Donc ça, c'est un moteur un peu personnel. Mais après, ce qu'il me faut pour apprendre, il me faut quelque chose qui me tire. Et ça, après, c'est la mission et c'est la vision. Et c'était quoi pour toi la mission et la vision d'entreprise à ce moment-là? Ou de toi, ou ta mission ou ta vision? C'est-à-dire que j'avais pas forcément une vision entreprise. J'avais une vision vraiment mission. Ouais. Comment tu décrirais ça? Les voitures vides. Enfin, remplir les voitures. Pour moi, c'est un gâchis. C'est-à-dire que les voitures vide qui se déplace avec des places libres. C'est un gâchis à quel niveau? Écologique? C'est un gâchis... Tout en fait. On sous-utilise totalement la voiture en déplacement et donc l'énergie qui va avec. Donc il y a ce premier constat-là et avec ce gâchis d'énergie vient évidemment un gâchis économique et écologique. Ce qui fait que Blablacar, par la proposition du partage de frais, est une solution pour éviter ce gâchis-là. Ensuite, il y a le côté extrêmement social du covoiturage qui là est un booster d'énergie, j'ai envie de dire, parce que quand on fait un covoiturage, on en ressort, on aime la société. Enfin, on rencontre des gens, on discute. Tu disais dans une interview qu'il y a 10% des gens qui confient quelque chose à leur... 21%. 21%. C'est une personne sur 5. Ils confient quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à personne dans la voiture. Exactement. Il y a un effet psy en covoiturage. On crée une relation d'un autre genre. C'est-à-dire qu'on a plein de types de relations en famille, des interactions avec les amis, des interactions au travail, des interactions avec un commerçant. C'est des types d'interactions et le covoiturage est une nouvelle catégorie
d'interaction. C'est d'interaction entre gens qui vont se rendre service, qui vont passer plusieurs heures ensemble. Mais l'interaction en covoiturage, en fait, ce qu'elle a de phénoménal, c'est que elle est suffisamment proche, à la fois physiquement et mentalement, pour générer des discussions passionnantes. Et en même temps, comme c'est quelqu'un qu'on ne reverra pas, on va passer 2-3 heures avec une personne en voiture, mais après on la reverra pas. Il y a un effet psy. Tu peux te lâcher. Et il y a un effet, comme les deux personnes en général, si on prend un conducteur, un passager, regardent en face, il n'y a pas de contact par les yeux. Et en fait, ça permet de libérer la parole. Et c'est ce qui fait que une personne sur 5 dit avoir confié en covoiturage quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à quelqu'un d'autre. Et quand tu parles de mission, est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur de dire, entre guillemets, ne démarre pas dans un projet si à la base ça te fait pas vibrer, c'est pas une mission pour toi? Je pense que de toute manière, quelle que soit l'idée, qu'elle soit ancienne, ancrée ou nouvelle, il faut qu'on l'ait chevillée au corps parce que ça va être de toute manière tellement difficile et passer toutes les épreuves va demander tellement d'énergie que si on n'a pas la mission chevillée au corps, on ne passera pas à ces épreuves-là. Donc il faut avoir ça pour pouvoir passer toutes les montagnes qui vont se présenter sur la route. Ensuite, moi, personnellement, c'est vrai que tout ce qui est gâchis a toujours été quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai toujours fait attention à ne pas générer de gâchis inutiles. Ouais. C'est super intéressant ce truc-là parce que ton business, comme ça, il grandit tranquillement, il prend de la place. Il y a plein de personnes, je vois, ils partent vers une opportunité et puis après, il y a une chimère qui est là, ils partent vers une autre opportunité et en fait, quand tu regardes 5 ans plus tard, ils sont partis dans plein de directions et pas dans une qu'ils ont construite. Est-ce que pendant que tu crées Blablacar, avant qu'on puisse considérer que c'est une réussite, est-ce que des fois, tu es tenté de partir dans plein de directions et d'arrêter? Comment ça se passe pour toi? Alors non seulement tu es tenté de partir dans plein de directions, mais en plus, tu as des gens qui veulent que tu partes dans toutes les directions tout le temps. C'est-à-dire, ils disent « Ah, ton truc, ça marche super bien ». Non, mais plein d'activités, on va dire, connexes, ou un peu dans l'état d'esprit, ou un peu dans quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Alors que toi, tu es en pleine croissance, c'est que déjà, c'est compliqué de supporter cette croissance-là. Ils te demandent de porter leur activité en disant « Mais attends, on fait un partenariat, et puis comme ça, c'est gagnant-gagnant ». Sauf qu'en fait, très souvent, c'est plutôt… pour nous, ça nous ralentirait. Et pour eux, bah, évidemment, ce sera un accélérateur. Mais la difficulté, c'est justement de faire comprendre aux autres qu'on a déjà notre propre mission et notre focus à avoir, sans quoi nous-mêmes, on ne sera pas assez solide pour pouvoir supporter quoi que ce soit, parce que quand on est un petit champignon qui grandit, c'est pas le moment d'aller mettre du poids dessus. Et donc ça, les tentations d'aller faire autre chose, elles sont légion dès que le projet commence à marcher, parce que tout le monde vient à vous en voulant s'accrocher à la fusée qui décolle. Sauf que si on s'accroche à la fusée qui décolle, elle décolle plus. Darren Hardy, qui était l'ex-PDG de Success Magazine, quand je lui avais demandé s'il y avait un conseil que tu aurais à me donner en tant qu'entrepreneur, il m'avait dit apprends à dire non. Exactement. Mais ça, apprendre à dire non, il y a plein de manières de dire non. Hein. Il y a plein de manières de dire non et toutes sont, il y en a plein qui sont très élégantes. Ça rentre pas, je peux pas. Là, tu m'en demandes trop. Puis en plus, très souvent, il faut voir que, et ça c'est marrant aussi, on apprend au fur et à mesure, la conscience de l'équilibre dans une relation avec un partenaire. Et très souvent, les demandes, quand elles arrivent comme ça, moi je suis étonné de voir à quel point les gens pensent toujours à l'avantage qu'ils vont tirer de la relation avec toi. Et pas à l'avantage pour l'autre. Pas à l'avantage pour l'autre. Et ils se mettent pas à ta place. En disant, bah oui, mais tu comprends, si je fais ça, en fait, pour moi, c'est une perte. C'est une perte. Alors ils disent, oui, mais tu peux bien. Mais non, je peux pas, en fait. Je suis déjà à la limite de la performance et de mon focus. Donc non, je ne peux pas. Et l'opportunité de faire des belles relations, des beaux partenariats, sont ceux qui arrivent à se mettre dans les chaussures de l'autre et à proposer quelque chose qui soit équilibré et qui soit pas juste donne-moi, mais qui soit véritablement, regarde, si on fait ça, ça t'apportera ça. C'est équitable. Et c'est équitable, parce que les relations équitables, d'une part, elles durent, et d'autre part, elles se passent tout court. On a une valeur chez Blablacar qui dit « Be the member ». On est nous-mêmes les membres. On fait beaucoup de covoiturage, moi-même j'en fais très souvent. Et du coup, ça permet d'être le client le plus exigeant de son service, et de vouloir toujours l'améliorer et de se mettre véritablement dans les shoes de ses clients. Ça, c'est très important pour la réussite du business et pour la réussite des partenariats. Pensez toujours à ce que l'on va pouvoir apporter à l'autre et parfois même avant ce que l'autre va pouvoir nous apporter.
Est-ce qu'au début du projet, il y a eu des personnes qui t'ont dit abandonne, ça marchera pas, c'est une mauvaise idée, le monde est pas prêt, c'est n'importe quoi, pourquoi pas des potentiels investisseurs, des amis, de l'entourage, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit ça? Je pense que pour une personne qui le dit, il y en a 50 qui le pensent. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est le porte-parole des 50 autres. Il y en a peu qui m'ont dit ça marchera pas, mais il y en a plein qui m'ont fait un visage plein de compassion et dans les yeux desquels je pouvais lire que ils n'étaient pas convaincus du tout. Et toi, y compris des gens proches, hein, enfin des amis qui peuvent vous regarder comme ça en disant ah ouais. Puis alors on sent bien que ce qui se passe. Surtout qu'en 2006, le monde il n'est pas habitué à ce monde d'échange. Déjà les plateformes pas trop et puis consommation collaborative, le terme n'existait pas puisque ça date de 2011 hein, donc Est-ce que toi ça te fait douter, comment tu le vis en fait ce regard de l'autre? Ça force à articuler des raisons, enfin de la rationalité autour de l'intuition. Ça force à développer les arguments qui font qu'on va pouvoir expliquer pourquoi ça va marcher et pas juste dire j'y crois. Bon, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut croire à la mission et à l'objectif, mais en même temps, c'est pas le fait d'y croire qui va emmener beaucoup de gens très articulés et rationnels autour du projet pour lui donner sa réalité. Donc il faut être capable de l'articuler, ça rejoint tout ce qui est storytelling. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi la place que tu vois dans le storytelling par rapport à cette phase dans ton business et même aujourd'hui, quelle place tu verrais au storytelling en tant qu'entrepreneur? Je pense que justement le storytelling, c'est ce qui permet de passer d'une idée à une réalité parce que sinon l'idée reste idée dans sa propre tête et ne devient pas quelque chose qui a sa propre vie dans notre société. Et donc la première étape pour passer une idée vers la société et lui donner une chance de réussir, c'est d'aller justement la raconter, l'articuler, donner les arguments qui vont faire qu'on va réussir à convaincre d'autres personnes. Est-ce que dans ton parcours là avec Blablacar ou d'ailleurs d'autres business, il y a eu une difficulté qui a été plus difficile à gérer et comment tu l'as dépassée, transformée? Mon intention via ça, c'est de partager des difficultés qu'on peut rencontrer dans son parcours entrepreneur et quelle est la manière que toi tu as et d'autres entrepreneurs d'ailleurs d'y réagir, d'apprendre de ça, de dépasser. Parce que des fois il y a des personnes, tu parlais d'overnight success, qui se disent ouais, les entrepreneurs qui réussissent, c'est soit de la chance ou alors c'est des génies, ils sont nés comme ça. Et ça fait des fois beaucoup de bien aux personnes d'entendre qu'il y a des difficultés, pas forcément faciles à vivre et que parfois la clé c'est d'apprendre et grandir de ça, transformer. Est-ce qu'il y aurait eu dans ton parcours un moment qui a été plus difficile et comment tu l'as dépassé? Déjà, il y a un état d'esprit. C'est-à-dire que les problèmes, si on n'aime pas les problèmes, il ne faut pas être entrepreneur. Hein. Parce que justement, ça va être une collection de problématiques à résoudre. Ça va être que ça. Donc, quand on comprend que la valeur ajoutée de l'entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes, quand il y a un problème qui arrive, on se dit donc c'est le moment. C'est ma mission. Hein, c'est le moment où je vais montrer ma valeur ajoutée. Si quand on voit un problème, on se dit oh non encore un problème, on s'est trompé de métier. Ouais. On s'est trompé de métier. Parce que justement, si c'était simple, ce serait déjà fait, ça existerait déjà. Voilà. C'est justement parce que c'est compliqué qu'il y a besoin que quelqu'un se tape la tête dessus pendant assez longtemps pour y arriver. Donc, de la même manière qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers, je pense qu'il faut comprendre que c'est parce qu'il y a des problèmes qu'il y a une opportunité justement à aller créer quelque chose de nouveau. Si on cherche juste à avoir une activité qui marche très très bien, toute seule, sans aucun problème, en fait, on rêve. Je sais pas, c'est la suite du Père Noël et du Loto, qui sont déjà deux choses qui, je pense, modifient pas mal, malheureusement, notre perception d'une réussite sans effort. Ouais, voilà, je pense. Et toi, t'as un exemple comme ça d'une difficulté qui sur le coup était plus difficile que les autres, en tout cas dans ta perception, et de comment tu l'as dépassé? Un journaliste, une fois, qui vient me voir, c'était assez tôt, ça devait être 2008-2009. Il vient me voir, puis il me demande le concept, tout, je lui explique. Et à un moment, il me résume la situation comme ça, il me dit bon alors, si je résume, vous êtes tout seul, il y a quasiment personne sur votre site, vous n'avez pas beaucoup d'argent, et d'ailleurs les peu de personnes qui se présentent sur votre site ne payent pas. Vous comptez tenir combien de temps? Et là, j'étais un peu à bout d'arguments. Enfin, on en parlait tout à l'heure sur le storytelling. J'ai écouté, mon nom de famille, c'est Mazzella. J'ai des origines italiennes. Je peux manger des pâtes pendant 10 ans. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans.
Donc, faut prendre les choses avec humour et voir où sont ses avantages. Moi, mon avantage, c'est que j'adore les pâtes. Donc, effectivement, je peux manger des pâtes pendant 10 ans. Pas besoin de beaucoup d'argent pour survivre. Exactement. Ça, c'est une bonne règle d'entrepreneuriat. Hein. C'est-à-dire que la bonne règle pour pas perdre d'argent, c'est de commencer par pas trop en dépenser, quoi. Parce qu'au début, innover, ça prend du temps. Et donc, il faut se mettre dans une situation dans laquelle on va pouvoir rester assez longtemps sans perdre d'argent pour arriver au moment où on a un produit qui fonctionne et qui va pouvoir commencer à décoller. Est-ce que parfois tu rencontres des personnes où tu te dis elles ont tout pour réussir, mais il lui manque 1, 2 ou 3 trucs qui font que là, si elles restent comme ça marchera pas? Je pense ne pas se préparer à être patient, c'est une bonne source d'échec. Ouais. Il faut créer les conditions pour pouvoir être patient. Si on est trop impatient, on n'arrivera pas au bout de la chose et donc, comme en général, ça démarre jamais aussi vite que ce qu'on espère, on n'y arrivera pas tout court. Il y a une autre chose qui peut faire qu'on échoue, c'est, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas suffisamment penser au client et à la personne qui va utiliser le produit. Ne pas se mettre vraiment à sa place. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, je prends du plaisir à me créer le produit qui me plaît, mais j'en oublie. Est-ce que ça plaît vraiment aux gens? C'est par exemple ça? Exactement. Et là, à ce moment-là, on reste dans son propre délire d'un produit qui est compliqué à utiliser, mais qui fait plein de choses. Mais par contre, il faut savoir. Faut appuyer là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis finalement, ça fait un truc. Sauf que personne trouve la recette, quoi. Et donc, il faut simplifier. Et simplifier aussi, ça veut dire parfois faire des choix, justement, et donc abandonner certaines choses et se concentrer sur ce qui marche vraiment. Donc, voilà. Faire quelque chose de trop compliqué peut être une trop de caractéristiques, trop de features. Ouais. Et pas simplifier assez. Simplifier, ça veut dire, oui, abandonner des pistes. Ça veut dire rester focus. Aujourd'hui, dans ton entreprise, pour arriver à créer une culture où les personnes elles ont envie d'avancer avec l'entreprise, elles sont connectées à la mission, est-ce que tu as des astuces, des choses qui ont mieux marché, d'autres choses qui ont moins marché pour créer cette culture? Tu parlais au début, c'est dur de donner envie aux gens de te suivre. Comment vous y prenez aujourd'hui? On s'est rendu compte que la culture était quelque chose d'implicite. Jusqu'à ce qu'on soit 40, 50 dans une société, la culture est assez implicite. Pourquoi? Parce que on connaît tout le monde, on interagit tous les jours avec tout le monde. Là où on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose au niveau de la culture et l'explicité, c'est quand on a commencé à avoir plusieurs nationalités dans la société, aussi plusieurs bureaux physiques à différents endroits, et dépasser 50. Et donc on est passé dans une étape où on a explicité nos valeurs. C'est là qu'on a sorti une dizaine de valeurs. On les a appelées des valeurs, aujourd'hui on les appelle des principes, enfin c'est pareil. Par exemple, un ou deux, c'est quoi par exemple? Fun and serious, par exemple. Ok. C'est le yin et le yang un peu de l'entrepreneuriat, il faut les deux. Une entreprise fun and fun, elle dure pas longtemps. Elle reste au stade de bébé, quoi. Ça marche pas. Une entreprise serious and serious, personne n'a envie de bosser pour elle. Une entreprise fun and serious, ça fait les deux, c'est-à-dire qu'elle allie le meilleur des deux mondes. Elle est à la fois sérieuse, donc elle livre ce qu'elle promet, et elle est fun, c'est-à-dire que nous on prend du plaisir à construire tout ça ensemble. Notre valeur c'est fail, learn, succeed, dans lequel il y a learn entre fail et succeed. Donc il y a vraiment le chemin entre l'échec et la réussite, c'est l'apprentissage. Donc vous encouragez la notion de faire des erreurs dans l'entreprise? Oui, évidemment en calculant les effets de ces erreurs-là. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des erreurs qui ne prêtent pas à fortes conséquences. Mais en tout cas, il ne faut pas s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on risque de failer. J'avais un prof de piano jazz qui s'appelait Claude Terranova qui m'avait dit une fois une chose, j'avais 18 ans, je prenais des cours de jazz avec lui. En fait, je devais passer un morceau et puis un passage du morceau qui était assez compliqué. J'y arrivais pas. Et je commençais à m'énerver parce que je n'y arrivais pas. Parce que des fois, pour ceux qui font de la musique, quand on veut passer quelque chose et que il se passe quelque chose entre le cerveau et les doigts et qu'en fait ça passe pas, c'est très formateur pour la patience, pour l'apprentissage. Ce prof-là voyait que je m'énervais, il me dit « Attends Fred, arrête ». Il me dit « Tu sais, avant de savoir quelque chose, on le sait pas. Et avant de le savoir, il faut apprendre. Donc là, tu es en phase d'apprentissage, ça sert à rien de t'énerver. Tu es sur le passage entre je sais pas et je sais. Et donc là, pendant cette période-là, il faut que tu acceptes que ça va prendre un peu de temps et que tu vas comprendre, apprendre comment ça marche et ensuite, tu sauras le faire. Mais il faut pas croire que celui qui sait le faire, il y est arrivé comme ça du jour au lendemain. Et ça, je pense que ça s'applique à beaucoup de choses avant de savoir. C'est quelque chose auquel tu as repensé cette histoire dans ta vie entrepreneuriale? Très souvent, parce que l'entrepreneuriat et l'apprentissage, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire et qu'il va falloir apprendre à faire. Il faut avoir la patience d'y arriver. Et ça va être par petites adaptations, parfois avec une très bonne idée au milieu, tac, donc du coup on gagne un peu de temps, enfin on se dit si je fais comme ça va être mieux. Après on essaye, on pense avoir une très bonne idée, puis en fait ça marche pas.
Et donc du coup, il faut recommencer, il faut faire autre chose. Et, donc, pour réussir en tant qu'entrepreneur, c'est important d'être à l'aise avec faire des essais qui peuvent amener à faire des erreurs, apprendre le plus vite possible de ces erreurs et recommencer jusqu'à réussir. Ouais, il faut aimer apprendre et il faut pas s'attarder sur quelque chose qui n'a pas marché. Quelque chose qui n'a pas marché, c'est quelque chose duquel on a appris. Comment on sait, parce que c'est que des fois, quand on est passionné par son truc, on veut rajouter telle caractéristique, comment tu te dis, l'essentiel de mon produit, c'est ça en fait? Alors, il faut quand même avoir sortir une première version sur laquelle on a une certaine intuition, mais il faut bien se dire que la moitié de l'évolution produit viendra des premiers utilisateurs. Donc, il faut passer beaucoup de temps avec les premiers utilisateurs, les tout premiers. Quand tu dis passer beaucoup de temps, c'est les appeler? Les appeler, moi je passais des week-ends entiers à les appeler. Ouais. Les appeler pour leur demander ce qui allait pas, ce qu'il faut améliorer. Et en fait, on n'a pas besoin de prendre des notes parce que quand on appelle 10 personnes d'affilée, quand il y a quelque chose vraiment à changer sur le service, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'on passe des coups de fil comme ça, 2, 3, 4, et le quatrième, il commence sa phrase, on dit oui, je sais. Non, ce truc-là, je sais. C'était juste le quatrième à me le dire. Là, ça y est, j'ai compris. Et là, tu sais que c'est vraiment important. Et là, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu mettes sur ta roadmap juste après. Je pense qu'une des grandes qualités pour pouvoir grandir, c'est justement de savoir prendre les feedbacks sans les juger. En tout cas, pas sur le moment. C'est-à-dire prendre les feedbacks et surtout ne pas empêcher les gens de nous donner des feedbacks. Parce que si on est dans une logique où quelqu'un commence à donner un retour et on le bloque en lui disant non mais attends, t'as pas compris, c'est comme ça que ça marche, on se bloque d'une richesse incroyable. Et donc en fait il faut être dans l'écoute complète, être prêt à prendre n'importe quelle critique, y compris difficile à entendre, et après il faut composer avec les raisons de sa plainte pour comprendre comment on va pouvoir faire évoluer la chose pour que ça ne se reproduise plus. J'ai vu que vous avez changé, si j'ai le bon chiffre, 6 fois de business model. Ouais. Comment tu trouves l'équilibre entre j'ai un business model, je vais me focus dessus, c'est lui, c'est le bon, et je suis prêt à le lâcher à un moment donné, quelque part changer un peu de focus, vers un autre business model? Comment on joue là-dedans il est temps qu'on arrête cette stratégie? Alors, je crois que c'est Héraclite qui a dit ça. Quand les faits changent, je change d'avis. Donc, mais le problème c'est que tant qu'on n'a pas les faits, typiquement on croit à un business model, on essaye vraiment, mais il faut y aller à fond. Justement, il n'y a pas d'autre manière que d'y aller à fond. Donc on y va à fond, et si après ça ne marche pas, ça devient un nouveau fait. Ça devient un fait, ça devient ce business model ne marche pas. J'ai essayé. Tu parles beaucoup d'intuition dans cette interview. C'est quelle place ça joue pour toi et ça veut dire quoi l'intuition en fait? Je pense que c'est une intuition à partir du moment où on sait qu'on n'arrive pas à l'expliquer en une phrase. On sait qu'il va falloir du temps pour expliquer pourquoi on pense comme ça. Et est-ce que tu dirais que je le sens en fait? Je sens que c'est ça. Ça rejoint ça, mais en fait, un intuitif, c'est un peu un hyper-analytique, justement, lié à l'observation. Donc, on le sent, mais c'est le résultat d'une grande analyse qui ne va pas pouvoir se résumer en une phrase. Et tu l'as déjà utilisé dans un recrutement, de dire, sur le papier, la personne paraît être la bonne personne, mais je sais pas pourquoi, il faut pas qu'on la recrute, ou l'inverse. Ça paraît pas être la bonne personne, ou je sais pas pourquoi il faut qu'on la recrute? Alors sur les personnes, c'est encore autre chose, parce que c'est moins rationnel. Oui, forcément, ça m'est arrivé en entretien, à la fois de me dire cette personne, j'ai vraiment envie de travailler avec, et enfin, ça m'arrive souvent. Enfin, moi, en entretien, ce que je recherche, c'est vraiment déjà la volonté et les étoiles dans les yeux. Quelqu'un qui vient en entretien pour travailler chez Blablacar et qui vient juste chercher un travail au chaud, se trompe. Il faut venir avec des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que... Et comment tu vérifies ça? Ça se voit, les étoiles dans les yeux. Ça se voit si c'est quelqu'un qui est animé. Tu poses une question ou tu poses pas de question et tu regardes? Tu poses des questions des fois un petit peu sur le côté. Tu vois par rapport à quelque chose de complètement orthogonal si la personne réagit en jouant le moment, ou bien en se disant oh là là, non attends, ça va remettre en cause mon embauche ou pas. Ça donne des éléments sur ce qui va se passer quand cette personne-là va être confrontée à des choses inhabituelles, inattendues. Est-ce qu'elle va paniquer ou est-ce qu'elle va se dire tiens, un problème intéressant, c'est quand même marrant. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres,
Peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.